Parlons maintenant du cadre juridique qui régit l'abus des ressources de l'État. Nous ne fonctionnons pas dans le vide et chaque pays a ses propres règles en termes de ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Quels sont les différents éléments que nous devrions ou pourrions considérer lorsque nous examinons le cadre juridique qui régit l'abus des ressources de l'État et la corruption politique en général? Tout cadre juridique comporte un continuum ou une hiérarchie de normes. Nous y trouvons des engagements informels tout en bas de la hiérarchie en termes de leur caractère contraignant et de la facilité ou de la difficulté à les modifier, jusqu'au règlement, à la législation nationale et aux obligations internationales. Quelles sont donc les obligations internationales auxquelles vous pouvez penser en termes de l'impact de l'abus des ressources de l'État? Existe-t-il des accords? Y a-t-il des conventions que vous connaissez et qui s'appliquent dans ce domaine? Par exemple, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'observation générale sur l'article 25 élaborée par le Comité des droits de l'homme et la Convention des Nations unies contre la corruption sont des obligations au niveau mondial qui définissent les droits politiques et établissent les responsabilités des gouvernements pour les protéger. En outre, chaque région du monde dispose de ses propres instruments. En Europe, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a beaucoup d'impact sur la manière dont les droits politiques sont protégés. Certaines d'entre elles disposent de meilleurs mécanismes d'application que d'autres, mais il est important de savoir ce qui s'applique dans votre contexte afin de pouvoir vous y référer lorsque vous envisagez de faire le monitoring de l'abus des ressources de l'État. Réfléchissons aux types de lois qui peuvent être applicables à l'abus des ressources de l'État ou à la corruption politique en termes de législation nationale et infranationale. Citons par exemple le Code électoral, la loi sur les partis politiques, les lois sur les infractions électorales, les lois régissant les campagnes, le Code pénal et les lois anticorruption. Selon le pays, différentes législations peuvent également s'appliquer dans différents États et régions infranationaux. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle nous permet de voir la grande diversité des lois possibles. Premièrement, vous avez la Constitution. Parfois, lorsque nous essayons de plaider pour le changement, les activistes se focalisent sur la Constitution comme étant là où le changement devrait se produire. Cependant, les constitutions sont beaucoup plus difficiles à changer que la législation ordinaire. En dehors du cadre constitutionnel, il existe des lois sur le financement des campagnes, sur les partis politiques, sur la citoyenneté, qui définissent qui est citoyen et qui ne l'est pas, qui peut participer à un processus et qui ne peut pas. La loi sur les associations définit qui et comment les citoyens peuvent se réunir pour discuter d'événements ou de programmes politiques. Les lois sur les partis politiques peuvent déterminer les règles d'organisation et de contrôle de la campagne électorale. Il existe également des lois qui ne sont pas manifestement liées aux élections, mais qui peuvent affecter les processus électoraux. Par exemple, il pourrait y avoir des lois anticorruption qui pourraient être utilisées pour sanctionner la corruption électorale ou des lois sur le blanchiment d'argent que les gens pourraient contourner s'ils abusent de leur position pour obtenir un gain électoral. Il y a aussi le pouvoir dont dispose le candidat en exercice ou candidat sortant. Dans certains pays, il existe une législation spécifique pour contrôler ce que le candidat en exercice peut ou ne peut pas faire pendant la campagne et avant les élections. En Colombie, par exemple, une loi adoptée en 2005 lors de l'introduction de la réélection présidentielle stipule que 4 mois avant les élections, tous les contrats gouvernementaux et les contrats directs doivent cesser, y compris les contrats de service. Le gouvernement peut poursuivre les procédures d'appel d'offres, mais les contrats directs, les embauches ou les achats doivent cesser afin de prévenir les abus potentiels des ressources publiques. Dans d'autres pays,
Il peut également y avoir des lois sur les médias qui réglementent qui peut y avoir accès, ainsi que le type de garanties qui sont protégées dans les médias pendant les périodes électorales. D'autres lois peuvent inclure des lois sur le service civique qui réglementent le comportement des agents publics pendant une élection ou une campagne politique. Parlons ensuite des règlements. Quelle est la différence entre une loi et un règlement? Les règlements peuvent être les actes normatifs adoptés par l'organe de gestion des élections qui gère les devoirs et les règles du gouvernement et peuvent concrétiser la législation. Par exemple, en Albanie, le gouvernement publie une décision qui réglemente la manière dont les employés publics et les fonctionnaires peuvent participer aux campagnes, y compris ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, puisque le code électoral ne le précise pas directement. Si l'on considère l'échelle du cadre juridique, les mécanismes au niveau le plus élevé, tels que les conventions internationales et la Constitution, sont très difficiles à modifier, tandis que la législation l'est un peu moins. La réglementation, c'est-à-dire les règles qui mettent en œuvre la législation existante, est parfois plus facile à modifier. Elle couvre tous les domaines, du financement des campagnes électorales aux exigences des candidats, en passant par ce que les candidats sortants peuvent faire ou ne pas faire, ou encore la manière dont les marchés publics fonctionnent pendant les périodes de campagne. Il existe des règlements régissant qui peut observer les élections et comment les observateurs doivent se comporter. Il y a des règlements pour la campagne électorale et pour la résolution des conflits électoraux. Il y a donc toute une gamme de règlements qui ne sont pas des lois. Le corps législatif n'est généralement pas chargé de les définir, mais c'est souvent un organe différent, comme la commission électorale, ou un organe similaire qui les met en œuvre. Passons maintenant aux engagements informels. Dans de nombreux contextes, les acteurs électoraux peuvent accepter de respecter certaines règles ou certains comportements ou s'engager publiquement à faire certaines choses. Par exemple, les candidats qui sont également des fonctionnaires peuvent signer un mémorandum spécial qui constitue un engagement public à éviter toute violation des normes électorales. En Ukraine, le groupe d'observation électorale citoyenne Opora fait le monitoring de la mise en œuvre de ces engagements des candidats. Ces engagements informels sont des outils légers de promotion des normes électorales qui peuvent inclure la prévention de l'abus des ressources de l'État. Ces engagements disent que les acteurs comptent se comporter d'une certaine manière, mais ils ne sont pas légalement mandatés pour le faire. Mais c'est tout de même quelque chose que les observateurs peuvent examiner pour voir si c'est respecté. Parmi les autres exemples, citons les engagements internes des partis politiques et les codes de bonne conduite pour les candidats et les observateurs. Les gouvernements peuvent également prendre ces engagements informels. Par exemple, en Ukraine, le gouvernement s'est engagé publiquement à accroître l'ouverture des données et à publier une directive stipulant que les ministères devraient publier leurs données dans un format ouvert. Bien que cette directive ne soit pas juridiquement contraignante, elle a fixé un objectif que l'ensemble du gouvernement a commencé à poursuivre. Il y a aussi la coordination multipartite, où différents acteurs du gouvernement ou de la société civile peuvent travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Par exemple, même s'il n'existe pas de mandat légal pour réunir la police, l'armée, la commission électorale et les observateurs pour parler de la sécurité électorale, ou le département de la santé pour parler de la sécurité sanitaire relative au Covid-19, l'existence de mécanismes de coordination informels peut améliorer la communication entre les différents acteurs. Alors, pourquoi parlons-nous ici de cadre juridique? Pourquoi le cadre juridique est-il important? Parmi les raisons, on peut citer l'uniformisation des règles du jeu dans la compétition électorale, la définition de ce que les politiciens peuvent et ne peuvent pas faire,
l'imposition de limites légales et les mesures à prendre en cas de violation. En tant qu'observateurs électoraux, l'examen du cadre juridique est important pour deux raisons. L'une d'elles est de guider une stratégie de monitoring. Si, en tant qu'organisation, vous savez ce que les partis sont censés faire ou ne pas faire, il est donc plus facile de déterminer comment observer cela. Ainsi, si nous savons que les contrats ou les marchés publics doivent prendre fin 4 mois avant les élections, c'est un aspect que nous pouvons examiner. Si la loi est très ambiguë, il sera difficile pour les observateurs de déterminer comment effectuer un monitoring efficace. Deuxièmement, cela aide les observateurs à plaider en faveur d'un cadre juridique plus solide. Si nous savons qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle, par exemple, pour savoir si les régimes en place peuvent soutenir un candidat pendant la campagne, ou qu'il n'y a pas de protection pour les fonctionnaires contre la coercition pendant une élection, les groupes d'observateurs citoyens peuvent plaider en faveur de l'ajout de plus de protection pour les citoyens, pour les observateurs, pour les fonctionnaires, de manière à rendre plus difficile l'abus des ressources de l'État lors de futures élections. En tant qu'observateurs et groupes de citoyens, nous voulons que les règles du jeu électoral soient les mêmes pour tous. Nous voulons que les citoyens puissent consulter tous les candidats dans des conditions égales afin de pouvoir prendre une bonne décision. Nous voulons nous assurer que le jour du scrutin et pendant la période préélectorale, tous les candidats puissent travailler dans des conditions égales. Il est donc important de disposer d'un cadre juridique solide qui aille dans ce sens.